La loi des finances 2026 n'est pas qu'un exercice comptable. C'est un révélateur de la transition entre promesses d'investissement et impératifs de mobilisation des ressources. Elle doit convaincre à la fois les bailleurs et les citoyens. Mais derrière les chiffres, une interrogation persiste. La relance économique peut-elle se financer sans alourdir le fardeau social ? Comment concilier mobilisation accrue des ressources et investissement stratégique dans un contexte de transition politique, de contraintes budgétaires et d'attentes sociales fortes? Tels sont les grands axes qui orienteront notre questionnement à l'endroit de nos invités du jour dans ce tome 2 sur la loi des finances 2026 pour ce 7e numéro de Gouv Actu Le Mag. Quoi qu'il en soit, merci pour votre fidélité renouvelée à Gouv Actu Le Mag sur Gabon Télévision, une initiative du secrétariat général du gouvernement afin que les projets prioritaires du président de la République vous soient expliqués et qu'on vous donne finalement l'avancée de des 10 projets. Merci pour votre fidélité. Bonsoir chez vous. Alors tout de suite, je m'en vais donc vous présenter nos invités du jour. À ma gauche immédiate, le lead lorsque l'on parle effectivement de la loi de finances, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette et des participations, chargé de la lutte contre la vie chère, monsieur Henri-Claude Ohima. Monsieur le ministre d'État, bonsoir. Bonsoir. Juste à côté, donc à votre gauche, nous avons monsieur le ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, François Ndongo-Obiang. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Thierry. Une dame sur ce plateau, encore aujourd'hui, ministre de la Planification et de la Prospective. Vous êtes chargé de l'intérim du côté du ministère du Pétrole et du Gaz, madame Louise Mvono. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Et puis, il est lui ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, monsieur Ludovic Meignet Ndong. Monsieur le ministre, bonsoir à vous également. Bonsoir, monsieur Chibid. Voilà. Merci encore une fois à vous d'avoir accepté l'invitation de Gouv Actu Le Mag, cette initiative du secrétariat général du gouvernement. Nous sommes, monsieur le ministre d'État, au tome 2 de la loi des finances 2026, Gouv Actu Le Mag, dans son numéro 7. Nous n'allons pas revenir sur ce que nous avons déjà évoqué la semaine dernière. Monsieur le ministre d'État, de plein pied, le budget 2026 s'élève à 4 611 milliards de francs CFA avec 2 119 milliards consacrés aux investissements. Pouvez-vous expliquer aux Gabonais le plus simplement possible ce que représente finalement concrètement cette rupture historique, on peut dire? Déjà, le montant de budget doit être précisé. Il est de 6 351 milliards. D'accord. Et comme tout budget, il est constitué des recettes et des dépenses. Là, aujourd'hui, vous avez souhaité qu'on parle des dépenses. Mais avant d'abord de parler des dépenses, il faut parler de la constitution des recettes. Tout à fait. Un budget se finance de deux manières, soit par ses recettes propres, soit par de l'investissement. Et nous avons cru bon, puisqu'il s'agit du démarrage de la Ve République, sur les très hautes instructions du chef de l'État, nous avons le devoir au niveau du gouvernement d'adapter notre stratégie à la sienne qui a été adoptée par le peuple gabonais le 12 avril 2025. D'accord. Ce 12 avril 2025, les Gabonais ont plébiscité le projet de société présenté par le chef de l'État. Ce projet, tel qu'il a été conçu, est évalué à la somme de 10 000 milliards de francs CFA. Ces 10 000 milliards de francs CFA nous ont pensé que le budget de l'année 2026 ne devait pas ressembler aux budgets antérieurs. Parce que les budgets antérieurs, c'était une simple reconduction des chiffres année après année. Et nous avons vu que le budget d'investissement était devenu une simple variable d'ajustement. Et nous avons donc pensé qu'il fallait qu'on ait un budget qui réponde aux ambitions du chef de l'État et aux attentes légitimes du peuple gabonais. Sur cette base, nous avons donc choisi d'écrire un budget base zéro. Budget base zéro, c'est de prendre une feuille blanche et d'écrire les besoins aujourd'hui du pays. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes en insuffisance flagrante des infrastructures. Et pour rattraper ce retard, nous avons pensé que le meilleur accélérateur était l'investissement. Et l'investissement, nous pensons
que nous pouvons les financer avec nos ressources propres, parce que ces ressources propres couvrent déjà la totalité de nos recettes, de nos charges de fonctionnement. Dans le charge de fonctionnement, vous avez bien sûr donc la masse salariale, vous avez le fonctionnement de l'État et vous avez le service de la dette. Et comme nous l'avons indiqué avec force, que tout pays qui se respecte ne peut pas, je dirais, payer sa dette, payer son fonctionnement et ses salariés par de l'endettement. Par de l'endettement, oui. Et l'endettement, pour nous, c'est quelque chose d'important. Ça doit servir exclusivement au financement de l'investissement. Parce que nous avons la conviction, et malheureusement, nous devrions avoir raison, malgré tous les défaitistes, tous les pays du monde entier se sont développés avec l'investissement. Et c'est l'investissement qui fait la force. Notre collègue en charge de la planification rentre beaucoup dans le détail, mais le sens du budget 2026, et la dernière fois je dis, il faut que nous évitions de parler de budget, mais de parler de la loi. La loi des finances. La loi des finances. Parce que c'est celle que les représentants du peuple nous donnent comme instrument de gestion. Et donc cet instrument de gestion que nous avons dorénavant entre nos mains, qui a été adopté par le Parlement, c'est de nous dire l'investissement pour 2026 sera financé par l'endettement. Alors, vous avez donné le budget global, 6 351 milliards. Voilà, 6 351 milliards. Lorsque nous posions la question, nous étions en train de disséquer le 4 611 milliards et les 2 119 milliards. C'est ça. D'accord. Alors, vous parlez effectivement qu'un pays se développe avec l'investissement. Revenons un tout petit peu sur les ressources. Vous avez évoqué justement l'impératif de mobiliser nos ressources propres, vous l'avez dit, avant d'aller chercher chez les autres. Donc, face à une dette, on le sait, qui absorbe environ 60% des recettes, comment convaincre les Gabonais qu'ils doivent contribuer davantage? Déjà, il faut comprendre que l'impôt est un acte citoyen. Il faut d'abord qu'on s'entende dessus. L'impôt, c'est un acte citoyen. Et tout opérateur économique qui exerce d'une manière ou d'une autre sur tout territoire doit s'acquitter de l'impôt. Et l'impôt, il y a plusieurs impôts dans cette assiette que nous voulons. Cet impôt, c'est ce que les parlementaires arrivent à définir en termes de pourcentage. Vous avez l'impôt direct, vous avez l'impôt indirect. L'impôt direct, c'est ce qui est collecté par la Direction générale des impôts. Vous avez l'impôt qui est collecté par la Direction générale des douanes. Vous avez l'impôt qui est collecté de manière indirecte au niveau des collectivités. Vous avez les recettes issues des investissements du pays, c'est-à-dire les participations. Donc c'est cet ensemble-là qui constitue les recettes de notre pays. Mais lorsque nous voyons que le besoin, il y a un écart important entre les besoins en investissement et les recettes propres, il faut trouver des mécanismes pour augmenter cette assiette. Alors cette assiette, souvent, c'est deux manières. Soit on élargit la base, c'est-à-dire le plus grand nombre paye l'impôt, ou alors, comme c'est le cas encore aujourd'hui, vous avez une pression fiscale sur un petit nombre d'opérateurs. Quand vous avez une pression qui est trop forte sur un petit nombre d'opérateurs, vous n'avez pas suffisamment de ressources. Donc, il faut élargir la base. Et pour élargir la base, on veut que tout contributeur, tout opérateur économique, privé, personne morale ou personne physique, doit contribuer de quelque manière que ce soit. Citoyen. Tout citoyen. Oui. Tout citoyen à l'impôt. Mais cet impôt, ça peut être l'impôt sur les personnes physiques, ça peut être l'impôt sur le loyer, ça peut être l'impôt sur le sol, ça peut être l'impôt. C'est toute la possibilité pour nous de collecter des ressources naturelles ou des ressources propres pour renforcer, je dirais, l'assiette globale qui limiterait donc le retour à l'investissement. Donc nous voulons renforcer tout le reste, et c'est ce qu'on a fait en 2026. En 2026, nous avons déterminé un chiffre qu'on appelle ambitieux, moi que j'appelle volontariste, voir qu'est-ce qu'on peut récupérer au niveau de l'impôt direct, c'est que nous pouvons récupérer au niveau de cordon douanier, mais aussi c'est que nous pouvons récupérer au niveau des personnes physiques. Au niveau des ménages. Au niveau des ménages. Comment éviter
de tomber dans cet adage qui dit que trop d'impôts tue l'impôt. Vous l'avez dit, hein, l'impôt, ça doit être un acte citoyen. Voilà, ça doit être un acte citoyen. Est-ce qu'il n'y a pas des préalables, monsieur le ministre d'État, pour avoir cette culture de l'impôt? Est-ce que l'impôt ne vient pas également avec des préalables, c'est-à-dire un certain développement, peut-être certaines commodités, peut-être certaines facilités, pour que justement cette culture de l'impôt soit finalement développée? D'abord, la culture de l'impôt, c'est d'abord quelque chose de primordial. Je suis agent économique, je dois m'acquitter de cet impôt. Mais le plus important, c'est de dire à quoi sert mon impôt. Ben, l'impôt sert aux investissements. C'est quoi les investissements? Ce sont les routes que les Gabonais et les Gabonaises recherchent. Ce sont la qualité de vie que les uns et les autres recherchent. Mais ces belles routes, ces beaux trottoirs, ces beaux aéroports, ces beaux ports, mais il faut qu'ils soient financés par quelque chose. D'accord. Mais la première chose, c'est d'abord cet impôt que nous devons nous acquitter. On ne peut ne pas aimer, mais c'est une obligation pour nous tous de nous acquitter de cet impôt parce que, en contrepartie, nous aurons un environnement qui permet aux uns aux autres de s'épanouir de manière sereine. Alors, nous aurons l'occasion effectivement de parler de long en large sur finalement le fonctionnement de toute cette affaire-là. Le temps peut-être de me retourner vers Madame le ministre de la planification. Les montants dédiés aux investissements, comment se répartissent finalement les priorités sectorielles? Quels sont les critères qui ont guidé les choix qui vous auraient animé? Merci. Je pense que, si vous permettez, je vais poursuivre un petit peu sur la lancée du ministre d'État. Tout à fait. En disant que il y a l'impôt et pour financer son développement, l'État essaie en effet de faire ce qu'on appelle élargir l'assiette fiscale en s'assurant que toutes les niches de financement sont optimisées ou sont utilisées. Mais il y a une autre chose que nous faisons et en fait que le ministre d'État et sur laquelle ils sont en train de travailler, c'est quand même aussi mettre en place un système qui améliore l'efficacité de l'utilisation des revenus qui entrent dans les caisses de l'État. On en a parlé. L'amélioration qui malheureusement n'est pas encore ressentie, perçue par les Gabonais. Non, ce n'est pas perçu, ressenti, il en parlerait mieux que moi, mais c'est ce système quand même de gestion des finances publiques qui permet que plutôt que la parafiscalité, tous les impôts que l'on paye à gauche et à droite ne contribuent pas effectivement au développement du pays, mettre en place un système qui permettent de s'assurer qu'il y a un moyen de paiement qui soit digitalisé et qu'on ait une transparence dans les recettes qui rentrent et dans leur utilisation. Donc, on ne se contente pas de collecter davantage d'impôts, mais on s'assure également que ce qui est collecté est bien utilisé. Maintenant, pour revenir à la question que vous posiez. Les priorités sectorielles. Voilà, par rapport aux priorités sectorielles. Les priorités sectorielles, vous savez, sont vraiment guidées, et ça a été également dit, par le projet de société que les Gabonais ont plébiscité. Nous nous sommes engagés au cours des 7 prochaines années à avoir un certain nombre d'infrastructures qui devraient à la fin, qui devraient avoir pour résultat le mieux-être des Gabonais. Le budget d'investissement est important. Pourquoi? Parce que c'est exactement comme dans une famille. Si vous avez juste de quoi vous nourrir au jour le jour, vous n'améliorez pas vos conditions de vie. Surtout quand la famille grandit. Si vous savez que année après année, vous avez de nouveaux enfants, vous avez de nouvelles personnes qui rentrent dans la famille. De nouvelles charges. De nouvelles charges. Avec le même budget, il est impossible que vous augmentiez votre qualité de vie, que vous soyez capable d'investir dans autre chose. C'est justement le calvaire des Gabonais aujourd'hui. C'est le calvaire des Gabonais. Et c'est pour cela que nous devons faire l'effort d'avoir suffisamment de ressources pour améliorer notre niveau d'investissement. Cela a été dit.
Cet investissement, quelles sont les priorités sectorielles? Première priorité, ce sont les routes. Les routes, les voiries, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur, occupent un peu moins de 14% de notre budget d'investissement. C'est le plus gros poste de dépenses pour cette année. Le deuxième poste de dépenses, ce sont les infrastructures qui vont regrouper à peu près 12% du budget d'investissement. Et quand je parle d'infrastructures, construction de logements, je parle également de l'aménagement, et mon voisin de gauche est bien placé, il pourra en parler un peu plus dans les détails, l'aménagement d'espaces lotis, de manière à ce que les Gabonais aient l'opportunité d'acheter des lotissements qui soient viabilisés. Le troisième poste de dépense important de ce budget d'investissement, c'est dans le développement du capital humain. Parce que pour accompagner toutes ces infrastructures, il faut absolument que nous nous assurions que nos centres de formation, enseignement technique, enseignement professionnel, mais également enseignement général, forment des Gabonais qui sont capables d'aller travailler dans ces structures. D'accord. Nous avons deux secteurs importants pour le budget d'investissement de 2026. Le premier, c'est l'agriculture. Et d'ailleurs, dans la lettre de cadrage que les ministères ont reçue du chef de l'État pour l'orientation du budget, nous, au lieu des 6 piliers que nous avons dans son projet de société, nous en avions 7. Parce que l'agriculture, qui fait partie du 5e pilier, a été sortie comme élément spécifique pour les investissements qui vont être faits. Et l'énergie, parce que vous le savez, nous avons un engagement vis-à-vis des Gabonais d'améliorer, d'arrêter carrément les problèmes que nous avons aujourd'hui d'eau et d'électricité. À l'horizon dans les 2 prochaines années. Donc, il y a plusieurs autres domaines, mais secteurs, mais ça a été les secteurs prioritaires parce que c'est dans ces secteurs que nous pensons avoir énormément, qu'ils devraient avoir un impact. Si je peux me permettre d'ailleurs, juste un petit point sur les infrastructures routières. Et là, on parle d'infrastructures routières, ferroviaires, et y compris aériens. Ce que nous avons calculé et nous sommes en train de travailler là-dessus, la route pour nous n'est pas un bien en tant que tel. La route ne sert que si elle nous permet d'atteindre un objectif de croissance. C'est toujours facteur de développement. Absolument. Donc, nous regardons à la desserte des produits agricoles. Nous commençons même déjà à regarder à l'accès dans des zones qui pourraient plus tard promouvoir l'écotourisme. Nous regardons à plusieurs autres secteurs lorsque nous faisons notre plan de réhabilitation des routes. Voilà pourquoi l'investissement est important. Il y a derrière ça des emplois. Il y a derrière ça des services qui sont de meilleure qualité. Hôpitaux, nous y travaillons. Et ça, je peux d'ailleurs dire que nous avons un focus particulier sur l'accès à l'eau et à l'électricité, au moins dans les 700 hôpitaux, aussi bien au niveau de Libreville que régionaux, qu'au niveau communautaire. C'est un service de base que nous voulons assurer au cours de la prochaine année. Et ça, c'est quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est important d'avoir un budget d'investissement. Alors là, on a l'impression effectivement qu'il y a une planification qui est bien faite, qui est bien pensée. Qu'est-ce qui aurait été le facteur bloquant? Pourquoi finalement, sous d'autres cieux, toute cette planification, toutes ces prévisions, tous ces objectifs sont souvent restés lettres mortes. L'éléphant a souvent accouché d'une souris. Le facteur bloquant, ce serait quoi? Je pense que nous ne Et quelle serait la garantie aujourd'hui? Nous ne sommes pas souvent la garantie de votre planification là que vous avez bien. Alors, je vais vous dire, nous ne sommes pas souvent patients. Il m'arrive de discuter avec des compatriotes sur plusieurs plateformes. Et ces discussions m'ont amené à me renseigner et à regarder sur Internet combien ça a pris pour le Gabon de construire le chemin de fer transgabonais dont nous sommes fiers, n'est-ce pas? Et ce que je vois, selon Internet, je suis pas allée chercher plus loin, c'est en 1968 qu'on a commencé des études sur le transgabonais.
68, on commence les études. Ce n'est qu'en 1974 qu'on a commencé à faire des études. Et d'ailleurs, ça m'amuse parce que quand les gens parlent du budget du fonds d'études sectorielles qui est trop élevé, le niveau d'investissement que nous voulons faire nécessite que nous soyons sérieux dans notre planification. Nous ne pouvons pas nous permettre de commencer à faire une route si nous n'avons pas au préalable calculé s'il vaut mieux que la route aille tout droit, s'il faut faire un pont, s'il faut le contourner, s'il faut déplacer des populations. C'est des choses qui prennent du temps. Alors, on l'aura compris, peut-être qu'aujourd'hui, les Gabonais ont suffisamment subi entre les années 70 où, on le sait, les choses, on est en attente de développement, il y avait tout ce processus. Et aujourd'hui, tout ce que les Gabonais ont subi, on a envie de dire, et aujourd'hui qui ont du mal à joindre les deux bouts, n'est-il pas normal qu'on attende des résultats plutôt à court terme? Non, et merci de me donner l'opportunité de le préciser. Je le comprends bien et je suis moi-même gabonaise. On devrait aller beaucoup plus vite parce que la technologie, rien que ça nous permet d'aller plus vite. Il y a un processus et nous devons aller plus vite. Le défi que nous avons au ministère de la Planification, et nous le disons toujours, nous devons séquencer toutes ces infrastructures de manière à ce que les Gabonais voient mois après mois quand c'est possible, trimestre après trimestre quand c'est possible, ou année après année, comment ces infrastructures transforment leur vie. Quel est le niveau d'emploi qui est créé? Quelles sont les écoles que nous pouvons construire autour de ces grandes infrastructures? Si vous me permettez juste de prendre un exemple et je m'arrêterai là. Quand on parle de l'arrêt de la transformation de l'exportation du manganèse à l'état brut, ça ressemble à un alliage de mots, mais en réalité, c'est un projet qui gère les mines. Il y a une partie transport parce qu'on parle de la voie ferroviaire et peut-être routière si on pense à un système de transport multimodal. Et nous avons le port. Et pour chacune de ces infrastructures, nous pouvons développer plusieurs emplois. Il y a ça catalyse plusieurs éléments qui vont amener une croissance. Et ça se construit au fil de temps. Et c'est ça qui fait que nous devons absolument nous assurer qu'on n'attende pas entre maintenant et 2029 que les Gabonais voient l'effort. Mais nous avons conscience, les Gabonais veulent aller vite. Et nous y travaillons. Alors, vous avez, pour boucler finalement le champ définitionnel et diagnostique, avec vous, dans le cadre de ce premier tour de table, vous avez parlé effectivement dans les priorités sectorielles de l'amélioration du capital humain, le développement du capital humain. Près de 600 milliards sont alloués à l'éducation. Quels résultats concrets et immédiats les élèves et étudiants verront-ils dès la rentrée 2026? Allez. OK. Alors, pour ce qui est des résultats immédiats, moi, j'ai envie de prendre juste, ne fût-ce que commencer par deux secteurs qui sont des secteurs que nous pensons vont avoir une influence quand même sur notre croissance au cours des 5 prochaines années. Ceux qui suivent l'actualité ont vu que maintenant, il y a cette école sur les métiers du pétrole qui va être réouverte. Il y a eu une inauguration, d'ailleurs une activité il n'y a pas longtemps, parce que nous reconnaissons que malgré tout, le secteur pétrolier qui représente 40% de notre budget va continuer à générer des revenus. Nous voulons que les Gabonais profitent un peu plus des travaux ou bien des opportunités d'emploi ou des ressources qui ressortent de ça. Et moi, je voudrais encourager les Gabonais à s'intéresser à ce secteur. Il en menait de même du secteur des mines. Il y a l'école de mines de Mwanda qui vient d'être construite. Moi, je pense que les Gabonais devraient s'y intéresser. Nous allons faire l'effort, une fois que le plan national de croissance et de développement est prêt, pour vulgariser ces secteurs de croissance avec notre pays, pour notre pays. Nous travaillons actuellement avec les différents opérateurs en leur disant que le Gabon a eu une expérience. Il n'y a pas que le Gabon qui l'a eu. On parle du syndrome hollandais, on en a déjà parlé sur ce plateau, où systématiquement les pays producteurs de pétrole avaient, bon là je vais utiliser un terme peut-être technique, un produit intérieur brut élevé
Et on avait systématiquement un écart entre le positionnement du Gabon lorsqu'on le compare aux autres pays par rapport à son niveau de revenu et le positionnement du Gabon qu'on le compare à son indice de développement humain, c'est-à-dire à tout ce qui est social. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de réduire cet écart. C'est des discussions que nous avons avec des opérateurs. Quand le chef de l'État parle de gagnant-gagnant, c'est précisément parce que nous venons voir au Gabon les retombées de ces matières premières qui sont transformées ou qui sont développées dans notre pays. D'accord. Merci en tout cas pour rester toujours dans les investissements, les secteurs prioritaires. Vous avez évoqué très justement l'habitat. Bien sûr. Et là, je me retourne du côté du ministre de l'Habitat. On parle de la loi de finances, et non pas du budget. La loi de finances 2026. Quelle est la place finalement de l'habitat dans la loi de finances 2026? C'est une question vaste, mais la place de l'habitat. Merci, Monsieur Tchibinda. La place de l'habitat, c'est aussi une place prépondérante par rapport à la feuille de route du président de la République, du chef de l'État, parce que c'est un pan social. Les Gabonais attendent. Et tous les Gabonais sont conscients qui devraient normalement rentrer en possession des logements, que ce soit des logements socio-économiques. Est-ce qu'il y a un slogan ministère de l'Habitat? Vous avez la charge aujourd'hui. À une époque, c'était 5000 logements par an. Ça, c'est à l'époque, vous parlez de l'époque. Oui. Mais moi, je voudrais être assez pratique. C'est-à-dire qu'à partir de 2026, ce qu'on aura nous avions planifié des choses. Et ce qu'on aura comme budget, nous allons travailler en fonction de ça. Je ne travaille pas avec des slogans. Je voudrais être pratique parce que les Gabonais attendent. Si nous avions Monsieur Tchibinga, je vous dis que si nous avions, en fonction de ce que nous allons recevoir comme fonds, nous allons travailler pour satisfaire le maximum des Gabonais. C'est ça la vérité. Les slogans ne servent absolument à rien. D'accord. On fait des slogans, mais après, quand on va aller regarder les résultats, c'est négatif. Pour faire atteindre les résultats, c'est avec les fonds, avec de l'argent qu'on construit des maisons. Et dès que cette partie de budget sera... Et une fois on aura de l'argent, on va construire les maisons et les Gabonais vont bénéficier de ça. C'est ça la clé, c'est ça pour les logements, on va dire. Je ne vous Études, perspectives, objectifs. Oui, vous avez posé la question. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que côté études, j'ai commencé à travailler avec ma collègue de droite sur la partie des études. Tout à fait. Les réservations foncières, nous avions déjà travaillé. Nous avions on a planifié des choses. Maintenant, si à partir de janvier, c'est plus loin dans un mois, une fois on a les financements et nous allons construire des logements et ce sera pratique et les Gabonais vont voir ça. On ne peut pas parler des slogans. Pour moi, ça ne sert à rien. Il faut que nous ayons des fonds et ces fonds-là vont travailler en fonction de ce que nous avions planifié. Encore que c'est nous, nous sur le plateau qui avions parlé de slogans. Et on parlait peut-être, à l'époque, on parlait d'objectifs, de 5000 logements par an. Je préfère ne pas parler des choses de l'époque, Monsieur Tchibinda. Je parle de l'actuel, de ce que je vis actuellement. Non, on a bien compris. Parce que dans la politique du président de la République, il cherche à être factuel, il cherche à donner satisfaction aux Gabonais. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour donner satisfaction, pour faire en sorte que tout ce que nous disons soit mis en évidence. D'accord. Voilà, ça c'est côté logement, Monsieur Tchibinda. Merci, nous allons revenir sur vous. Alors, expressément, nous l'avons gardé pour la fin, Monsieur le ministre de la Réforme, parce que effectivement, on parle là d'investissement. Investissement, ça veut dire que il y a beaucoup d'argent mis en jeu. Malheureusement, on parle aussi beaucoup derrière souvent ces sommes d'argent et ces investissements faits ici et là d'errements. Des errements vécus notamment jusqu'au 30 août, puisque ça avait été décrié, 30 août 2023, ce qui a d'ailleurs conduit à ce coup d'État, dit finalement coup de libération. Des errements ont souvent été évoqués. Même là, sous la Ve République, on entend quand même ici et là certains errements qui auraient pu échapper. Quelle rupture institutionnelle, managériale et culturelle rendrait 2026 différent, Monsieur le ministre de la Réforme? Merci, Monsieur Tchibinda. Vous avez très bien structuré votre émission.
Le ministre d'État en premier à parler, c'est l'argent. Vous avez donné la parole au ministre de la Planification, c'est la programmation. Tout à fait. Et ensuite, vous êtes arrivé au résultat, c'est l'habitat. C'est l'un des résultats, c'est pas le seul. Merci. On a des résultats de l'accès à l'eau, de l'habitat, de santé. Mais au milieu, qu'est-ce qu'on y met? L'unique grande réforme qui arrive au milieu, c'est suivre toute cette activité financière. Exact. Et là, on a imprimé, on va implanter le SIGFI, Système intégré de gestion des finances publiques. On va tracer l'activité de la chaîne de la dépense publique. De son début à sa fin, avec un souci non seulement de traçabilité, mais de transparence, d'efficacité, de redevabilité, et certainement dans la redevabilité, quand vous parlez d'errement, de sanctions pénales. Un peu le rôle de gendarme. Ben oui, parce qu'on va savoir où par une action financière. On va savoir qui la suit, qui la contrôle, qui l'active. Donc on ne pourra plus tricher. Vous savez, M. Djimida, on s'est habitué à implanter dans la conscience populaire des Gabonais que nous pourrions nous contenter d'un budget d'investissement de 2 à 300 milliards. Le ministre d'État l'a dit. Mais est-ce la réalité de nos besoins? Non. On peut aller au-delà. Mais pourquoi n'allions-nous pas au-delà? Parce qu'il y avait des errements dans la liquidation de cette activité, de cette dépense, dont nous voulons essayer d'effacer dans la chaîne de la dépense les errements possibles. Et donc, on va mettre ça au clair. Tout en étant conscient que pour l'instant, errement zéro n'existe pas. Oh, ça n'existe pas. La perfection n'est pas de ce monde. Même là, même quand on regarde dans les pays qui se disent développés, non, les hommes sont les hommes. Il y aura toujours des couacs. Mais qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est cet outil. Un suivi plus strict? Cet outil permet de savoir à quel instant est la chaîne, dans la chaîne de dépenses, à quel instant où nous sommes. Rappelez le nom de l'outil? Le SIGFI. SIGFI. D'accord. Bon, donc, là, c'est un outil vraiment très numérique, très informatisé, qui permet de suivre la dépense, qui permet de suivre l'action même de la gestion des finances publiques. Ensuite, il faut comprendre que ce souci nous amène essentiellement à comprendre que le budget, sa vocation politique, c'est de protéger les plus faibles. Ce budget a la vocation politique de protéger les plus faibles. Alors ça, c'est intéressant. Comment? Mais parce que déjà, quand vous suivez le programme de politique du chef de l'État pour lequel il a été élu, comme l'a rappelé le ministre d'État, c'est les piliers reposent sur la satisfaction des besoins, j'allais dire, je mets des parenthèses, les guillemets, primaires. L'eau, l'électricité, la route, la santé, l'école. Voilà les besoins primaires des Gabonais. Ils en parlent. On parle de la beauté des autres pays. Nous pouvons y arriver si on discipline notre façon de gérer les deniers publics. Donc, tout ce process amènera certainement un progrès, un développement qui nous permettra d'être dans un Gabon un peu meilleur. Et c'est justement notre façon, jusqu'à présent, de gérer un peu les deniers publics qui amène les Gabonais à être de plus en plus méfiants. Oui, ils ont raison d'être méfiants, ils ont vécu ça pendant trop longtemps. Mais j'ai un membre du gouvernement éminent qui a souvent l'habitude de nous dire ce sont les choses d'avant. Ce sont les choses d'avant, mais il faut rester dans, j'allais dire, l'imprimature de comprendre que la Ve République impose et exige que nous changions tous de mentalité, de process et de façon de travailler. D'accord. Pour que nul ne puisse affirmer ou soutenir qu'il n'est pas responsable et que la défaillance ne vient pas de lui. Cette fois-ci, on saura à quel niveau se trouve la défaillance. D'accord. Alors, on a fait déjà un premier tour de table. Maintenant, vous avez le droit de renchérir par rapport à l'intervention d'un de vos collègues. Je reviens à Monsieur le ministre d'État. Madame le ministre de la Planification, vous allez souffrir d'attendre un tout petit peu. Vous vouliez réagir? Monsieur le ministre d'État, vous insistiez sur l'instruction présidentielle, confirmation des fonds mobilisés avant engagement des chantiers. Quels mécanismes, finalement, garantissent que les sommes sont réellement disponibles avant lancement des chantiers? Vous avez posé la question au ministre de la Réforme, qu'est-ce qui va changer? Il vous a parlé du système d'information, de gestion des finances publiques. Tout à fait, un instrument particulier.
il n'est pas particulier. C'est un instrument. Le problème, c'est comme nous étions un peu dans une espèce de médiocrité, on pense que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est révolutionnaire. C'est pas révolutionnaire. Tous les autres pays ont ce système-là. Il n'y a pas les impôts d'un côté, la douane de l'autre, le trésor de l'autre, la dette, ainsi de suite, les marchés publics. Tout ça, c'est... Vous semblez très optimiste pour l'avenir. Mais puisque c'est moi qui porte. D'accord. C'est moi qui porte le projet. Et comme je suis de nature optimiste, je suis obligé de vous dire, c'est un système qui marche par ailleurs et donc qui marche au Gabon. Et pour vous faire de confidence, le premier module sera livré le 15 décembre. Donc lundi prochain, on aura le premier module. On a choisi des logiciels qui existent. On n'est pas parti réinventer la roue pour prendre des choses qu'on va développer entre nous avec les risques d'échec. Vous savez, au niveau informatique, vous avez deux choses. Soit vous avez un logiciel, vous prenez un logiciel. On a préféré prendre parce que c'est déjà éprouvé par ailleurs. Et beaucoup de pays, même en Afrique, utilisent ce modèle-là. Donc, pour nous, c'est déjà révolutionnaire. Et je remercie le ministre en charge de la réforme de mettre le débat sur cet instrument qui est très important pour nous. C'est un instrument de transparence et de traçabilité. Il a bien dit. Mais maintenant, comment cette transparence va jouer sur nos investissements? C'est ce que les Gabonais aimeraient savoir. Et ils vont savoir. Désormais, ils sauront. Quand ils auront payé leur impôt, ils sauront à quoi cet impôt a servi. Comment? Mais parce que la contrepartie des recettes sont les dépenses. Dans les dépenses, nous avons bien listé ces dépenses. Notre collègue au niveau de la planification vous dit, écoutez, cette année, d'après le cadrage du chef d'État, nous avons 7 axes qui ont été bien définis. C'est l'eau, l'électricité, c'est la santé, les affaires sociales, c'est l'éducation, la formation, c'est l'habitat, le logement, ce sont les infrastructures et le numérique, c'est l'industrialisation et l'entrepreneuriat, et c'est l'agriculture. C'est clair. Maintenant, nous suivons la mise en œuvre opérationnelle de ce projet avec un budget qui est alloué par secteur. Mais les Gabonais pourront voir, et je me suis d'ailleurs engagé moi-même vis-à-vis du Parlement, de me retrouver avec les parlementaires une fois par trimestre pour expliquer le niveau d'exécution du budget. D'accord. Donc les Gabonais verront. D'accord. Et nous avons indiqué que toutes les grandes entreprises, désormais, les entreprises publiques, désormais, elles aussi, allaient devant les parlementaires expliquer leur fonctionnement une fois par semestre. C'est concret. Les Gabonais verront les maisons qui seront construites, les Gabonais verront les rues qui seront construites, mais pour fidéliser tout cela, il faut que nous puissions sécuriser les financements. Pourquoi? Parce que le budget, ce n'est que des annonces que l'on fait, c'est des objectifs que l'on met. D'accord. C'est pas de réalisation. Pour l'investissement, nous avons souhaité que lorsqu'on démarre un investissement, on doit être sûr que les fonds sont mobilisés. Comme ces fonds pourraient être mobilisés, on va les emprunter. Et quand on emprunte, on saura que pour la route, je parlais de mon collègue qui est sur le plateau, il veut faire autant de logements. Nous allons donc mobiliser les ressources pour ces logements. Ces fonds seront sanctuarisés, suivis par lui-même en tant qu'ordonnateur. Il faut voir que dans le nouveau système que nous avons, l'ordonnateur de crédit n'est pas la direction du genre de budget. C'est chaque ministre sectoriel qui est ordonnateur. Ça aussi, c'est une révolution. Et donc, le ministre du Logement, qui sera lui ordonnateur, sur la base des financements qui seront mobilisés, sanctuarisés dans un compte dédié, et lui, il pourra donc envoyer toutes ces ordres de paiement qui seront donc exécutés à bonne date. Donc, on aura à la fois l'engagement que ces opérations seront exécutées à bonne date, les entreprises seront rassurées en termes de paiement, donc on n'aura plus l'inflation des prix parce que on avait l'habitude de payer trop en retard, donc les entreprises pourront, je dirais, baisser cette pression
au niveau du coût. Donc tout le monde verra l'efficacité du système. D'accord. Merci en tout cas, Monsieur le ministre d'État, surtout pour l'engagement que vous avez pris, aller notamment au Parlement pour expliquer le niveau d'évolution de tout ce qui sera fait. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous suivez donc Gouv Actu, le MAG, cette initiative du secrétariat général du gouvernement pour expliquer justement les projets prioritaires édictés par le président de la République. Voilà, donc après la réponse claire, on va dire, du ministre d'État, j'ai envie de me retourner vers vous, Madame le ministre de la Planification. Quels indicateurs de performance utilisez-vous, votre ministère pour le moins, pour juger l'efficacité des investissements par secteur? Merci. Alors, quand on parle de l'efficacité des investissements par secteur, il faut savoir, comme je l'ai dit précédemment, que les investissements prennent en général du temps. Toutefois, pour cette année, nous avons des indicateurs clés. L'un des principaux indicateurs, c'est déjà le nombre de projets que nous amenons à maturité. Qu'est-ce que ça veut dire un projet à maturité? C'est un projet qui est prêt à être financé. Et pourquoi est-ce important? Cela a été dit avant. Le financement des projets d'investissement se font rarement sur ressources propres. Il vaudrait mieux prendre son argent, le mettre en banque en termes de garantie, le faire fructifier et mobiliser des ressources à l'extérieur. C'est une façon d'utiliser ces propres ressources comme levier parce que ça rassure les investisseurs. C'est un peu comme nous, sur le plan personnel, je reviens, lorsque vous allez prendre un prêt à la banque, ça rassure les investisseurs de voir, enfin le banquier, de voir ce que vous avez déjà dans votre compte. Donc, la maturité de nos projets est importante parce que à plusieurs reprises, les investisseurs, quand il est arrivé plusieurs fois que des investisseurs, quand ils arrivent au Gabon et qu'ils disent qu'ils sont prêts à investir, ils ne peuvent pas le faire parce que les projets ne sont pas matures, ils ne sont pas prêts à être financés. Le risque, c'est qu'ils se disent qu'il faut investir 1 milliard pour un projet et que parce que les études n'étaient pas faites au départ, la réalité, c'est que pour arriver à ce résultat, en réalité, il faut 2 milliards, 3 ou 1,5 milliard. Donc, cette incertitude ne les met pas à l'aise. Pour nous, il va être important d'avoir suffisamment de projets bancables. Et c'est à cela que sert le fonds d'études sectorielles. Le deuxième indicateur qui va être capital, c'est l'impact sur les populations. Et là, je vous ai dit, nous allons investir énormément dans l'accès à l'eau et à l'énergie. L'un des indicateurs clés sur lesquels nous avons commencé à travailler, d'ailleurs nous avons eu des discussions déjà avec les principaux opérateurs, nous voulons que nos services de santé soient équipés en eau et en électricité. C'est basique parce que c'est très spécifique. On creuse un puits, on met en place des systèmes solaires. En même temps que nous travaillons sur toute la couverture. Ce que je disais à certains des opérateurs, c'est qu'il va être important que nous séquencions notre travail. Nous devons pouvoir articuler et dire aux Gabonais, à telle période, voilà où nous serons arrivés. Vous voyez? Donc, nous pensons qu'à la fin de l'année 2026, nous aurons déjà atteint au moins 80% du territoire avec cet accès à l'eau et à l'énergie. Un autre indicateur qui va être clé, c'est en termes de kilomètres de route, parce que c'est important pour les Gabonais. Il y a des chantiers qui ont déjà commencé et nous savons qu'à la fin de l'année 2026, y compris les chantiers qui ont déjà commencé, on devrait avoir 500 kilomètres de route. Donc, nous avons comme ça un certain nombre d'indicateurs clairs. Le dernier indicateur sur lequel nous allons travailler, c'est que nous en avions déjà parlé, je pense que c'est disponible sur la plateforme du ministère de la Planification. Nous avons identifié 675 projets qui sont à différents niveaux de mise en œuvre. Nous prévoyons avoir des sessions qui vont nous permettre d'arriver à un niveau de maturation ou la finalisation chaque fois que cela se peut de ces projets que nous avons commencés. Et
Je pense que ça c'est plutôt dans le processus que nous allons faire pour éviter que les Gabonais ne se posent de questions sur ce que nous avions prévu faire et qui n'a pas été fait. Nous allons mettre en place dans chacune des provinces et au niveau national, une plateforme dans laquelle les gens pourront suivre en effet l'avancement de ces projets. Nous l'avons dit lors de la dernière édition, ce que nous voulons, c'est créer une dynamique de développement où les Gabonais pourront voir ce qui fait et ce qui ne se fait pas. Et nous n'aurons pas honte de reconnaître les résultats que nous n'aurons pas atteints parce que nous savons que nous allons y mettre beaucoup d'efforts. Et si nous n'y arrivons pas, en tout cas, en développement, rien n'est parfait. On doit juste savoir pourquoi nous n'avons pas atteint les objectifs et nous devons être transparents sur ces indicateurs. Ça nous rend aussi responsables et redevables par rapport aux ressources qui nous auront été confiées. La transparence, en tout cas, c'est ce que tous les Gabonais souhaitent. Avant de revenir... Oui, vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur? En tout cas, il y a une question pour vous tout à l'heure, mais d'abord pour monsieur le ministre de l'Habitat. Comment les provinces bénéficieront-elles finalement de la politique d'urbanisation au-delà des seules capitales provinciales? Toucher un peu la décentralisation, peut-être. Merci, monsieur Tchibida. Donc, pour l'intérieur du pays, je crois qu'il y a un travail de planification qui est déjà fait. On ne va pas seulement s'arrêter à la capitale du pays. Nous pensons que le Gabon doit se développer dans sa globalité. Et tout ce que nous avions travaillé sur le budget que nous avions demandé pour l'année 2026, nous avions intégré l'intérieur du pays, je veux dire les 9 provinces du Gabon, pas seulement les capitales provinciales, mais des zones où on pourra, bien sûr, je veux dire, construire, développer, qui nécessite bien sûr à mettre en place des logements. Et ça, c'est un travail qui a été très bien fait. Et nous avions regardé la disponibilité des réserves foncières. Une fois, on va faire ça, on va construire des logements. Après, derrière ça, il faut bien rentrer dans le système d'urbanisation qui passe par les schémas directeurs aussi. C'est un travail qui va être fait, que nous avions déjà même commencé à faire dans plus de 6 à 7 provinces du Gabon. Les populations de l'intérieur se sont toujours lésées, comme oubliées, comme abandonnées. Oui, par rapport... Ce sera plus le cas. Par rapport, justement, par rapport au logement, les populations ont toujours demandé à ce que ils ne voient pas. Mais je pense que pour l'année 2026, encore une fois, si vous me permettez, un travail a été fait. Nous avions planifié les choses. Maintenant, 2026 est proche. Je ne vais pas me répéter. Si je fais confiance à mon collègue, le ministre d'État, et dès lors que les fonds seront disponibles, vu que nous avions déjà même contacté avec ma collègue de la planification des entreprises qui vont nous accompagner dans ce vaste projet. Nous allons travailler, nous allons suivre. Mon souhait n'est pas de faire trop de philosophie, de théorie dans ça. Le souhait, c'est qu'il faut que les gens voient ça. Il faut que les Gabonais voient. On juge le maçon au pied du mur. Et c'est ça que nous voulons faire. Alors, à partir de 2026. Et je suppose également que c'est la même philosophie qui est partagée par les autres sectoriels. D'accord. En tout cas, les Gabonais vous suivent, vous regardent et jugent. Bien sûr. Alors, vous faisiez tout à l'heure un clin d'œil au ministre d'État. Cette question au ministre d'État, mais également au ministre de la Réforme. Quels outils institutionnels garantissent que les réformes fiscales suivent effectivement l'amélioration du cadre de vie? Parce qu'avant tout, monsieur le ministre de la Réforme, c'est le cadre de vie des Gabonais qui importe aujourd'hui. Tout à fait, monsieur Tchibida. Mais vous savez, la finance publique obéit à des règles strictes. Nous ne sommes pas un État ex nihilo, non. Il y a des règles pour gérer les finances publiques. D'accord. Et déjà, sous la transition, le chef de l'État a compris de manière très, très stricte ce que j'avais appris à l'école, le sacro-saint principe de la séparation du comptable et de l'ordinateur. Donc, on a une direction générale du budget, une direction générale des comptables financiers. Tout part de là. Mais nous avons, je vous ai parlé de l'outil qui va suivre tout ça.
le CFIP. Ensuite, nous avons des régulateurs dans la chaîne qui iront jusqu'à la Cour des comptes et même aujourd'hui une juridiction financière. D'accord. Nous allons prendre tous ces outils institutionnels et mieux former aussi même les agents de police judiciaire, les officiers de police judiciaire aux investigations financières. Les OPJ, oui. Les OPJ qui soient spécialisés dans les investigations financières de l'argent public. Parce que vous savez, un grand homme d'État de ce pays a dit l'argent n'aime pas le bruit. Mais pour éviter le bruit, il faut le gérer en toute transparence. D'accord. Ce qui fait que nous entendons, le chef de l'État entend arriver à une gestion vertueuse des finances publiques et éviter ce que nous venons de vivre comme atrocité, un procès où il a été exposé des sommes et des vérités. Et les Gabonais en sont encore estomaqués. Donc, les outils institutionnels Oui. existent. Ce qu'il faut maintenant mettre à l'intérieur de ces outils institutionnels qui existent et qui sont peut-être à améliorer, c'est sûr. Et une administration a le souci de s'améliorer tout le temps quand on a trouvé des défaillances. Ces outils, il faut maintenant les animer. Que le directeur général, le directeur, le chef de service sanctionne. Qui n'attendent pas que c'est le ministre qui sanctionne. Qui n'attendent pas que c'est le président qui sanctionne. Le président n'est pas là pour sanctionner. Le président fait de la stratégie. Mais c'est nous, en dessous, qui devons sanctionner. Parce que la sanction doit revenir dans le process intellectuel et moral des Gabonais. Ce n'est pas tant pour humilier les gens, mais c'est mettre les gens dans le formant de l'équilibre et de la bonne gestion des finances publiques. Donc, si on le fait, nous avons de quoi aller devant un monde un peu plus vertueux qui nous éviterait des errements graves. On dit toujours, Monsieur le ministre, que l'exemple vient d'en haut. Comment changer des habitudes lorsqu'on sait que parfois le fils de tel, le neveu de tel marche finalement et bombe le torse avec le portefeuille de son père, de son oncle. Parfois c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué que ça. Lorsqu'on parle de sanctions. C'est vrai que la petitesse de notre population a rendu la proximité de nos affections de manière assez réduite. Mais je pense qu'avec ce que veut implanter le président de la République, nous allons de plus en plus vers cet environnement qui va exiger la redevabilité et la sanction. D'accord. Alors nous allons accélérer si vous le voulez bien. Parlons un peu plus concret. C'est vrai que ça peut paraître... Allez, quels sont, Monsieur le ministre d'État, les 3 changements selon vous, les plus concrets que les Gabonais pourront observer dès 2026 par rapport bien sûr à cette loi de finances? On parle d'investissement, on parle de... En étant concret, peut-être Madame le ministre de la Planification. C'est ouvert, c'est... Non, je prends la question. C'est que on peut garantir aux Gabonais, c'est l'amélioration de leur cadre de vie. Vous voyez, déjà, beaucoup de quartiers, pour parler de manière triviale, ont aujourd'hui des routes, je dirais, fréquentables en toute saison. Il y en a qui ont le bitume, il y en a qui ont le béton. Il y a encore des quartiers oubliés. Non, mais j'ai dit, oubliés. Oui. Il y a un démarrage. Faut jamais penser que le développement commence en une année, se termine en une année. Le mandat du président, c'est 7 ans. Faut que nous ayons aussi la décence de se dire tout ne pourra pas être fait en une année. Et la programmation de notre collègue au niveau de la planification, c'est de se donner aussi des priorités. Bien sûr. Même ici, tout est à refaire, mais on ne peut pas faire tout le monde en une année, c'est pas possible. Et tout le monde dit, je peux pas citer la ville, que la grande ville n'a pas été construite en une année. Donc il faut que les Gabonais aussi prennent patience, selon les orientations qui ont été données, puisque nous avons souhaité l'eau, et c'est la priorité de l'État, c'est de dire on va mettre le moins nécessaire pour régler le problème de l'eau. Ensuite, on a dit on passe à l'éducation. Ensuite, on passe à la santé. Mais on ne peut pas tout faire en une année. Donc, l'objectif pour nous, c'est dire, l'objectif qui a été choisi par le chef de l'État pour dire, moi, je veux que le problème de l'eau et l'électricité soit réglé. On a investi massivement dans ce secteur, on termine avec l'eau. D'accord. Ensuite, on passe aux autres secteurs. Donc, c'est un problème de cohérence. Vous voyez, c'est très important la cohérence. Et c'est un problème de planification.
pour nous puissions arriver à l'objectif recherché. Passer aux autres secteurs comme la santé, par exemple, Madame la ministre de la Planification. Lorsqu'on parle beaucoup de Libreville, mais qu'est-ce qui garantit qu'une femme enceinte, à Mékambo, par exemple, aura enfin accès à un accouchement digne et sécurisé en 2026? Merci. Je pense que c'est ce que je voulais également dire. S'il y a quelque chose qui est fort et peut-être sur lequel nous n'avons pas suffisamment communiqué, c'est la politique sociale du chef de l'État qui est chef du gouvernement et donc qui oriente notre politique. Parce que nous ne le disons pas, peut-être pas suffisamment. Il y a eu un certain nombre d'actions qu'il a dû arbitrer. Ce sont des arbitrages. Nous avons un budget, nous avons une enveloppe et on voit où est-ce que nous pouvons avoir des ressources. Je pense qu'il y a une discussion qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps et je suis intérimaire au pétrole, j'en ai davantage conscience. C'est ces questions de subventions sur les produits pétroliers. Oui. Il y a eu une discussion là-dessus et il était question, dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, d'annuler les subventions pétrolières qui, l'année dernière, pour lesquelles l'État a dû payer entre 100 et 120 milliards de francs CFA. Mais le chef de l'État s'est rendu compte que cette subvention allait majoritairement impacter les plus vulnérables. Parce que lorsque vous regardez les taxibus... Notamment le prix du carburant à la pompe. Le prix du carburant à la pompe, pardon, merci, j'aurais peut-être dû être plus précise. Ça allait impacter le prix du carburant à la pompe. Et même lorsque le prix du baril du carburant à la pompe a augmenté, il a fallu maintenir le coût. Et ça, c'est quand même une activité qui, d'un point de vue de l'équité, peut-être on n'a pas regardé dans les détails qui en bénéficiaient, mais n'empêche que quand on regarde dans plusieurs pays, je ne vais pas les citer, mais plusieurs pays dans lesquels je travaillais, les partenaires comme le FMI et la Banque mondiale ont demandé d'arrêter cette subvention. Ça, c'est une décision courageuse. Je sais également, et j'espère que ce n'est pas trahir un secret, qu'il a autorisé récemment le paiement de un peu plus de 6 milliards de francs CFA pour établir, vous en parliez, des allocations de maternité qu'on n'avait pas payées depuis 2017, pour établir les allocations à la vieillesse. C'est quand même dans un contexte où il y a des tensions de trésorerie, c'est une politique sociale très forte. Et je pense que nous allons continuer à avoir ce genre d'impact. Peut-être les expliquer un peu plus souvent parce que quand la population entend dire que finalement on n'arrête pas les subventions sur le pétrole, on se dit c'est une bonne chose, mais on ne réalise pas le coût d'opportunité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec ces financements et qu'on ne fait plus. Voilà, merci. Alors, vous êtes toujours avec nous sur GouverActu, le MAG, cette initiative du secrétariat général du gouvernement, avec cette bonne nouvelle quand même, GouverActu, le MAG. Nous avons donc ce magazine disponible en PDF sur www.gouvernement.ga. Voilà. Disponible, comme vous le voyez, GouverActu le MAG souhaite que tous les Gabonais soient au fait de tous ces projets dans leur avancée, des projets explicités par les membres du gouvernement. Mesdames, madame, messieurs, nous allons un peu parler des points de friction et les garanties qui y auraient autour. Alors, Monsieur le ministre d'État, l'agence Fitch Ratings juge votre budget irréaliste, tout simplement. Comment répondez-vous à ces doutes et comment rassurez-vous les partenaires derrière? L'objectif de notre budget n'est pas de rassurer Fitch. L'objectif de mon budget est de rassurer les Gabonais et d'appliquer les instructions du chef de l'État. Fitch est une agence de notation qui a ses critères d'appréciation qui ne sont peut-être pas les nôtres. Et là, jusqu'à présent, on dit que notre budget n'est pas réaliste, c'est parce que le Gabon, de manière volontaire, a décidé de mettre un budget d'investissement de 2000 milliards. Alors là, ça choque. Oui, vous avez raison, ça choque. Mais sur le Gabonais, tout à l'heure vous parliez des besoins, des attentes des Gabonais. Faut-il rester avec un budget qui était une valeur d'ajustement? Et si je regarde nos chiffres, c'est 95 milliards d'investissement. Fitch aurait été bien content? Non, je pense pas. Les Gabonais, ce sont des êtres humains
comme tout dans le monde entier, qui aspirent au bien-être, qui aspirent à avoir de l'eau, de l'énergie, de logement, des routes, un mode de fonctionnement digne de tous les êtres humains du monde entier. Donc tout ce que les uns et les autres peuvent dire ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, est-ce que les engagements que nous prenons, nous les respectons? Est-ce que vous aurez pu me poser la question si ma dette était soutenable? Vous aurez pu me poser la question, tout à l'heure, nos collègues parleraient de la capacité de rembourser, l'effet de levier. Votre dette est-elle soutenable, monsieur le ministre? Voilà, vous aurez pu me poser cette question et j'apprécierais. La dette du Gabon est tout à fait soutenable. Parce que là aussi, vous savez, quand on parle de beaucoup de mots, on fait peur à tout le monde. On dit la dette du Gabon, il y a des pourcentages. Mais nous sommes comme dans une communauté. Et notre communauté monétaire, la CEMAC, a défini comme des règles. Et il faut qu'on s'entende par ce qu'on appelle la dette. Pour moi, la dette, c'est ce qui est conçu, moratorié, au niveau de la direction générale de la dette. Ça, c'est pour vous ou c'est de manière... c'est la dette. C'est conventionnel. C'est conventionnel. D'accord. C'est conventionnel. Mais maintenant, d'autres peuvent avoir des idées de mettre des choses qui ne sont pas la dette, mais moi, la dette que je reconnais, c'est celle-là. Celle qui est reconnue. Et vous savez, il y a 3 choses qui font qu'une dette est reconnue. La dette doit être certaine, exigible et liquide. 3 mots. Ça, c'est la science économique qui nous l'apprend. Quand une dette n'est pas certaine, quand elle n'est pas liquide, quand elle n'est pas exigée, c'est pas une dette. Ça peut être tout sauf la dette. Donc, moi, tout ce qui est certain, exigible et liquide, c'est ce qui est reconnu au niveau de la direction générale de la dette. Et à date, je peux vous dire, le taux d'endettement du Gabon, il est de 66,3%. Au niveau communautaire, on parlait jusqu'à 70%. Et c'est soutenable. Donc, ça dit, je suis soutenable. Maintenant, je peux avoir des arriérés de paiement, ça c'est notre sujet. Mais aujourd'hui, écoutez, je peux dire que mon endettement, il est soutenable parce que les ratios du monde entier, comme expliqué partout ailleurs, dans la science bien connue que la nôtre, c'est ce taux de 66%. Donc, je peux vous regarder les yeux et vous dire que la dette du Gabon est soutenable. D'accord. Alors, toujours dans le cadre des frictions, en parlant des impôts. Allez, les impôts, mais appliqués aux opérateurs économiques, comment allez-vous recouvrer finalement les centaines de milliards de créances impayées sans fragiliser les entreprises, monsieur le ministre d'État? Déjà, vous savez que par nature, le ministre de l'économie est le ministre des entreprises. Tout à fait. Donc, le rôle du ministre de l'économie, c'est de faire la promotion des entreprises. Et donc, je dis aux entreprises qui m'écoutent que je suis leur premier défenseur. Je veux des entreprises prospères. Et non pas leur bourreau. Non, non, bien au contraire. Je suis le défenseur des entreprises et je veux que les entreprises de Gabon soient prospères. Je veux qu'elles soient plus nombreuses. Je suis là pour faire leur promotion. C'est ça mon rôle. D'accord. Si je n'ai pas des entreprises, il faut savoir que seules les entreprises créent de la richesse. Si j'ai plus d'entreprises qui créent de la richesse, c'est tant mieux pour l'État. Si les entreprises sont prospères, j'aurai plus d'impôts. Si les entreprises perdent l'argent, je n'ai pas assez d'impôts. Donc, la profitabilité, parce que j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose qui m'a fait rigoler hier, que voilà, le ministre d'État apporte la mentalité du secteur privé au niveau de l'administration. Mais oui, il faut le faire. Parce que l'administration est un agent économique. Et que si vous n'avez pas, à la fin d'une année, un excédent budgétaire, vous n'allez pas loin. Parce que, comme dans une entreprise, à la fin de l'année, vous avez un résultat. Il est négatif ou il est positif. Et les réalités ne sont peut-être pas les mêmes, monsieur le ministre. Les réalités sont les mêmes. Entre le public et le privé. Les réalités sont les mêmes. Parce qu'à la fin de la journée, c'est la comptabilité. Et la comptabilité doit vous dire si en fin d'année, vous avez eu un excédent budgétaire ou vous avez eu un déficit budgétaire. Dans les entreprises, quand vous avez un déficit, vous le comptabilisez dans vos fonds propres, si vous en avez beaucoup.
Dans une administration comme la nôtre, quand vous avez un déficit budgétaire, il est reporté sur l'année d'après. Donc vous commencez l'année déjà avec un déficit. Et donc il faut que nous puissions travailler de manière forte pour que notre État puisse avoir des excédents budgétaires. Parce que quand vous avez des excédents budgétaires, ça constitue l'épargne pour le pays, pour les générations futures. C'est ça la logique financière. C'est un clin d'œil à celui qui m'a parlé de ça, donc il se reconnaîtra. Mais pour vous dire que nos finances publiques, en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, nous ne pouvons plus faire comme nous le faisons par le passé. Et vous avez posé la question à ma collègue sur le mot efficacité. Le mot efficacité est le maître mot de l'année 2026. D'accord. L'efficacité de la dépense. C'est-à-dire chaque franc dépensé doit rapporter systématiquement au niveau de notre nation. Quand on parle de social, bien sûr qu'il faut le social. Mais ce social, il faut qu'il soit financé. Je n'ai pas financé mon social avec des emprunts. Si je finance le social avec des emprunts, je ne fais pas la bonne finance. Vous financez votre social avec Je quoi? dois financer le social avec des impôts. Des impôts. Les impôts. Et des taxes. D'accord. Générées par nous-mêmes. C'est comme ça qu'on finance. Il faut mettre en équation la dépense et la recette. Alors, vous faites bien, Monsieur le ministre d'État, de nous tendre cette petite perche. Vous parlez de taxes. Le sujet de la taxe forfaitaire sur l'habitation, nous nous en voudrions. Les Gabonais également nous en voudraient justement de ne pas en parler. Alors, cette taxe défraie la chronique. La pertinence et le timing sont-ils, Madame, Messieurs, appropriés dans le contexte social actuel? C'est ouvert. Je prends. Allez-y, Monsieur le ministre d'État. La période s'y prête. Parce que... La période, nous sommes en période de fin d'année. non, pour nous, la période, on parle de la période budgétaire. D'accord, période budgétaire. Pas budgétaire parce que, comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, l'impôt ne peut être prélevé que s'il est adopté par le Parlement. Et comme nous sommes dans le processus budgétaire, si l'impôt n'est pas adopté par le Parlement, il ne peut pas être implémenté. Donc la période s'y prête puisque c'est la période budgétaire. Donc toute taxe, tout impôt doit être autorisé par le Parlement. Clairement dit, par rapport à cette taxe, le Parlement n'a pas encore tranché, c'est ça? Le Parlement n'a pas encore N'a tranché. pas encore validé ou invalidé? Et comme le Parlement n'a pas encore tranché, pour nous, on attendra le moment où le Parlement décidera du niveau, de l'approche et des modalités de prélèvement de cet impôt. Aujourd'hui, nous avons, mais dans le fond même du dossier. Mais Monsieur le ministre d'État, le Parlement n'a pas encore tranché, mais pourtant cette nouvelle défraie la chronique et les Gabonais en parlent et ça va dans tous les sens. Oui. Peut-être qu'il faudrait un tout petit peu mettre les pendules à l'heure. Alors, pour mettre les pendules à l'heure, c'est déjà dire d'abord à quoi sert l'impôt. L'impôt sert, puisqu'on parle de ces fameuses taxes, c'est pour améliorer le cadre de vie. La taxe forfaitaire sur l'habitation. C'est pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. C'est ça que nous recherchons. Et si cet impôt est adopté, mais je dois vous rappeler que cet impôt n'est pas nouveau. Cet impôt est déjà dans la loi des finances. Depuis 2022. Mais n'était pas appliqué, c'est ça? N'était pas appliqué. Mais la déjà été adoptée depuis 2022. Il suffisait qu'il ait un arrêté. Il n'a pas été annoncé, peut-être, comme ça a été le cas, un peu dans l'informel, il nous semble. Non, c'était en Conseil des ministres, quand même. C'était expliqué en Conseil des ministres. Depuis 2022. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, on parle de cet impôt aujourd'hui comme si c'est une invention nouvelle de notre équipe. Non, cet impôt existe depuis longtemps. C'est uniquement, puisque nous sommes maintenant dans un régime plus transparent, mais on dit à tout le monde, voilà ce qui se passe au niveau de l'ensemble des recettes, au niveau de l'ensemble des dépenses. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Tout le monde pourra prendre la loi de finances 2022, mais ils verront la taxe forfaitaire, et puis elle existe. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est approprié, vous parlez du contexte, donc par rapport à l'exercice budgétaire de fin d'année, mais allons également, est-ce que c'est approprié dans le contexte social, on va dire, là, des Gabonais? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait jaser un tout petit peu?
Encore une fois, c'est ouvert. Monsieur le ministre de la Réforme. Il n'y a aucun prétexte social, aucun contexte approprié pour expliquer à un peuple un impôt nouveau. Depuis la nuit des temps, quand un impôt arrive sous tous les cieux, il y a du bruit, il y a des commentaires, des analyses. Ça c'est vécu partout ailleurs. Donc, on a une taxe, elle est forfaitaire, c'est-à-dire que le gouvernement, le chef de l'État, en premier, prend le soin de ne pas la soumettre à des calculs savants et techniques qui permettraient d'avoir des prix très élevés. Elle est forfaitaire. Elle va être pour nous la façon d'imprimer cette nouvelle logique de la citoyenneté. Quand on vit en ville, M. Chiminda, il y a des exigences. Et l'une des exigences, c'est de vivre dans la propreté. L'une des exigences, c'est de vivre avec la lumière, le courant, les routes praticables. C'est d'avoir un enfant qui part de chez soi pour son école, qui se trouve à 800 mètres ou 1,5 km, sans qu'il soit nécessaire de prendre des taxis. C'est pourquoi on fait l'impôt. Donc, oui, la toile s'est enflammée, mais à visiter les écrits et les dires qu'on y trouve, ce n'est pas dans l'aspect même de la réalité, puisque le ministre d'État vous explique que le Parlement, à ce jour, n'a pas fini de trancher la matière. D'accord. Donc, il serait loisible et il serait conseillé à tous les narrateurs de la toile de prendre patience pour attendre le définitif et voir ce qu'il en sortirait du Parlement. À ce moment-là, on pourra faire tous les commentaires qui ici, mais encore, je vous dis, l'impôt a pour vocation d'être indolore. Et celui-là, il sera totalement indolore parce qu'il va tenir compte de la réalité sociale de notre pays. Alors, Si je peux oui. Merci. Alors, Me permettre également d'ajouter un peu d'eau à ce moulin parce que comme vous dites, ça défraie la chronique. Je pense qu'il faut recadrer un peu les choses parce que malheureusement, les gens ont tendance à opposer cette discussion sur la taxe à la politique sociale du chef de l'État. Je pense qu'il est important quand même sur ce plateau. Est-ce que ça ne se rejoint pas, madame? Ça ne, justement, voilà, exact. Il faut que nous clarifions les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs actions qui sont en train d'être prises. Le chef de l'État a accepté que l'on continue à payer des subventions au pétrole, au secteur pétrolier, parce que on ne voulait pas, malgré le fait que c'est un impact, je parle de 120 milliards, entre 100 et 120 milliards, de manière à ce que les populations en profitent. Je parlais de ces allocations que nous n'avons pas payées depuis 2017 et qui bientôt vont bénéficier à peu près à 6200 Gabonais. Oui, on a entendu parler effectivement de cela, que le chef de l'État a consenti le règlement finalement de ces arriérés. Depuis 2017. Et je pense, ça montre, je pense, c'est l'importance qui est faite à toutes ces questions sociales. La taxe, même dans le cadre de cette taxe, comme le disait le ministre d'État, le ministre de la Réforme, nous ne pouvons pas en parler, les députés ne l'ont pas adopté. Et même l'article 52 de la Constitution dit que le chef d'État de l'État aura encore 25 jours pour valider cette loi des finances. Donc, c'est quelque chose qui est en cours et peut-être sur lequel il ne faudrait pas trop en discuter. Mais je pense qu'il est quand même important que l'on dise que même dans l'organisation de cette taxe, il y a eu un effort d'équité, c'est-à-dire un effort pour que tout le monde ne paye pas la même chose. Est-ce que la loi est tout à fait équitable? Ça, c'est une chose qu'on peut discuter, mais il n'est pas question, à partir de cet exemple, de jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain en disant « cette politique n'est pas sociale ». Nous sommes dans la première année d'un septennat. Un septennat, et vous n'avez pas arrêté de revenir là-dessus. Qu'est-ce qui va montrer aux Gabonais que les choses sont différentes? Je pense qu'il est important que les Gabonais, on ne donne pas la confiance pour la reprendre après 6 mois. Au contraire, on devrait exiger au gouvernement de mettre en place des mécanismes qui nous permettent de rendre des comptes au fur et à mesure. Ma position serait, oui, les Gabonais ont le droit de se poser des questions sur cette taxe. C'est leur droit. Ils ont donné leur confiance. Et ils ont également des droits de dire
aux gouvernants, qu'est-ce qui va nous prouver que cet argent sera géré de manière transparente? Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau. Avec l'eau du bain. En tout cas, on vous prend au mot. On a bien compris que pour l'instant, il y a la phase du Parlement par rapport à cette proposition de taxe. Donc, nous vous rassurons que Gouvactu le Max sera là, le moment venu, pour vous recevoir et parler de fond en comble. Parce qu'il a 25 jours, selon la et parler de fond en comble, effectivement, sur les tenants et les aboutissants, parce que les Gabonais se posent beaucoup de questions, notamment, monsieur le ministre de la Réforme, sur l'équité. Mais j'ai l'impression que monsieur le ministre de l'Habitat voulait réagir. Je vais rebondir peut-être très rapidement, on va poursuivre, mes collègues par rapport à la taxe forfaitaire d'habitation. Comme vous avez bien dit, c'est un impôt qui vient pour, je veux dire, améliorer les conditions de vie des concitoyens, des Gabonais. La question, c'est que, comme vous avez posé, est-ce que présentement, quel est l'intérêt que nous abordons cette fiscalité du contexte ce sujet? Mais je pense que le moment, le ministre d'État l'a dit, le moment est très bienvenu. Pourquoi? Parce que et il faut le reconnaître. Je crois que tout à l'heure, vous avez fait le bilan de ce que nous avions fait durant la transition et c'est visible. Les routes qui ont été bitumées, l'éclairage qui a été développé, ça c'est les 2 ans de la transition, les infrastructures qui ont été construites dans tout le pays et ça nous avions vu. Bon, là maintenant, et il faut reconnaître aussi... Et beaucoup de Gabonais encore dans la détresse. Oui. Vous savez bien que je ne pouvais pas... Mais c'est un processus, comme disait le ministre. Oui, mais il y a quand même, quand vous essayez de faire la balance avec ce que nous avions fait, pour ne pas comparer avec le passé, mais je crois que c'est beaucoup positif par rapport, je veux dire, à certaines années, ce qui a été fait en 2 ans, vous êtes d'accord avec moi. Bon, maintenant que nous sommes maintenant à la 5e République, vous voyez bien que le ministre de l'État l'a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avions pris le pays, faut pas avoir peur de le dire, c'est-à-dire que la dette est énorme, tout le monde le sait. Quand on prend le pays, la dette est tellement forte. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est-à-dire en termes de collecte des recettes, ça va où? Ça va dans le paiement de ces dettes, ça va dans le paiement des salaires. Et il a bien dit que nous ne pourrons pas développer le social en allant emprunter, je veux dire, à l'extérieur, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale. Il faut à un moment donné que nous trouvions les fonds sur le plan social et développer notre pays. Parce que c'est ça la taxe forfaitaire d'habitation. Parce que cet argent va améliorer les conditions de vie de tous ceux qui sont dans les maisons. C'est-à-dire, vous êtes dans une maison. Vous comprenez que c'est discutable. Hein, vous êtes dans une maison, que vous ayez... Pardon? Je dis c'est discutable lorsque vous parlez d'améliorer. Là, sur le coup, le contexte... Justement, voilà pourquoi on disait que on pourra prendre des engagements. Le gouvernement pourra prendre des engagements. D'accord. On pourra se retrouver après 1 an. C'est pour ça que nous avons fait l'engagement. C'est-à-dire que l'argent qui sera récolté, là, Monsieur Tchibinda, l'argent qui sera récolté, cet argent-là doit servir pour les Gabonais. On doit améliorer les conditions, les voiries. On doit les logements sociaux, on doit faire les routes, on doit vraiment, tout ça, on pourra se retrouver pour faire un bilan. Est-ce que l'argent que nous avions collecté a réellement contribué pour les Gabonais? Et je pense que quand on parle de cette taxe-là, c'est un sursaut patriotique que nous devrions faire pour changer notre pays. Il faut le reconnaître. Parce que ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est de chercher à aller faire des emprunts à l'extérieur, aller voir les Banques mondiales, les FMI. Après, ces derniers vont nous imposer des conditions que vous et moi, on ne va pas supporter. Raison pour laquelle... Ils vont nous dire, il faut augmenter les prix de carburant, il faut faire ceci. Alors, Monsieur Tchibinda. Ça, ce sont les dangers, les risques du côté des bailleurs de fonds. Tout comme il peut y avoir des risques du côté de la population, citoyen, si elle ne comprend pas le bien fondé. Justement, c'est pourquoi je suis là. Je suis là pour expliquer. Mais, encore une fois, nous aux concitoyens l'intérêt, le sacrifice que nous devrons faire pour accepter cette taxe
forfaitaire. C'est forfaitaire, hein. C'est une taxe. On pourra développer. D'accord. Cette taxe forfaitaire. En tout cas, Monsieur le ministre, nous attendons le passage au Parlement. Nous attendons la confirmation de cette taxe qui pourrait peut-être dans son mode changer ou évoluer, sait-on jamais. D'ici là, et comme nous disions, Bouvactu sera là et vous attendra pour expliquer aux Gabonais qui ont beaucoup de préoccupations par rapport effectivement à cette taxe. Absolument. Si je peux juste me permettre de revenir là-dessus en disant que, en réalité, la taxe d'habitation, la taxe d'habitation, on le sait, la plupart d'entre nous, c'est une norme. C'est une norme en Afrique, c'est une norme dans la région. Il y a pas que le Gabon qui l'a fait. Je comprends bien qu'il faut faire des arbitrages sur les dosages, sur la manière dont elle doit être mise en œuvre pour correspondre à la sociologie du Gabon. Mais nous apprécions quand nous allons au Rwanda, nous sommes tous émerveillés par comment ce pays a été construit rapidement et combien il est propre. Eh bien, il faut qu'on le sache, la fiscalité locale, elle investit beaucoup là-dedans. Au Ghana, ils ont la property tax, c'est pareil. C'est la taxe de propriétaire qui fait la même chose. Au Burkina Faso, ils la payent. Ils ont entre 5 000 et 30 000. Au Maroc, beaucoup de Gabonais y vont. C'est une taxe qui existe. Donc, je pense qu'il est aussi important qu'on mette les choses en perspective en se disant, oui, nous devons voir quel est le contexte spécifique du Gabon. Nous devons l'adapter. Mais n'empêche que c'est des mécanismes que tous les pays que nous en utilisent pour développer et assainir. Nous allons revenir, en tout cas, sur cela, le moment venu, n'est-ce pas? Surtout sur l'équité, au niveau, normalement, notamment des prélèvements zonal. Il y a beaucoup à dire. Allez, engagement, date et vision finale, Monsieur le ministre. Nous sommes quasiment au terme du temps qui nous était imparti, mais tout de même, quel niveau d'exécution minimale du budget, sinon de la loi de finances, d'investissement, du budget d'investissement, visez-vous pour 2026 et comment le garantir? Comment le garantissez-vous finalement? Le niveau d'exécution minimal. Écoutez, nous, le budget maximum que nous voulons, mais ça atteint 100%. Ah oui. Oui, ça c'est... L'objectif pour nous, c'est d'atteindre 100%. Et c'est ce qu'on vous fait. C'est ce que nous souhaitons. Pour le pays, on le souhaite. Mais, pour régler ce niveau de 100%, il y a des préalables. Le premier des préalables, c'est d'abord le fond des études qu'on a mis à disposition de Madame la ministre de la Planification. On ne peut pas démarrer un projet si des études n'ont pas été correctement faites. Première chose. Deuxièmement, c'est la mobilisation des fonds. Et troisièmement, c'est la réalisation du projet. Voilà 3 étapes. Plus tôt nous démarrons, et c'est notre objectif aujourd'hui, de faire en sorte que notre budget soit mis en machine le 15 janvier 2026. C'est notre objectif. D'accord. Dans le SIGFIP. Ça, c'est notre objectif. C'est vraiment notre outil. 1er janvier, 15 janvier, on met le budget en place. Les ordonnateurs sont connus. Ils vont recevoir, donc le budget sera promulgué. La loi de finances sera promulguée. Chaque ordonnateur va voir sa note avec le montant de son investissement. Madame la ministre, pour lancer les études, et il y a certaines études qui ont été lancées dès à présent, pour gagner sur l'année. Plus vite les études sont faites, mieux on peut mobiliser les fonds. Puisque nous avons déjà aujourd'hui des accords de financement. Et je peux le dire, parce que là aussi, l'élément de la soutenabilité dont on parlait, je sors d'une rencontre avec 2 grands bailleurs de fonds qui m'ont confirmé leur appétit pour le risque Gabon. J'ai vu, j'en ai pour 3 milliards de dollars pour l'un, 500 millions d'euros pour l'autre. Donc ça, c'est au niveau de la devise. Compte tenu de notre politique d'endettement et que je souhaitais qu'on ait plus de francs CFA que de dollars, c'est-à-dire aujourd'hui, je peux mobiliser encore plus de francs CFA pour accompagner notre but. Donc au niveau des financements, je n'ai pas de souci. Le souci que nous aurons, c'est au niveau de la viabilité de ces projets et de sérieux projets que nous allons mettre en place. Donc aujourd'hui, notre système, écoutez, nous sommes prêts. Et cette viabilité dépendra de quoi? Puisque c'est un peu ça votre souci.
Mais la viabilité, c'est la qualité de l'étude du projet qui est bonne. Si l'étude n'est pas bonne, ben, inéluctablement, l'appel d'offres qui sera lancé ne sera pas viable. Et donc l'entreprise ne sera pas choisie sur les bons référentiels. Le Gabon a donc tout intérêt à garantir cette viabilité. Le Gabon a tout intérêt à soutenir d'abord le fonds dédié pour les études. C'est très important. Parce que là aussi, on entend les gens dire pourquoi on veut mettre un fonds d'études, mais je peux comprendre. Parce qu'on a déjà fait ça par le passé. Ça va aujourd'hui, que se passe-t-il? Un chantier, c'est l'entreprise qui fait l'étude, c'est l'entreprise qui réalise les travaux, c'est l'entreprise qui contrôle les travaux. Souvent même qui apporte même le financement. Ça, on n'en veut plus. Les études sont faites par nous. Les appels d'offres sont faits par nous. Ils répondent aux appels d'offres selon les schémas. Cahier de charge. Le cahier de charge. Les termes de référence qui sont prévus, qui s'appliquent à tous les compétiteurs. L'adjudicateur répond par rapport à ce cahier de charge. Il est mieux disant. Il est choisi comme tel. Et il exécute selon les calendriers qu'on aura retenu. C'est ça la nouvelle discipline. D'accord. Et les financements. C'est la seule et unique responsabilité du ministère de l'économie et des finances. Nous ne voulons plus des opérateurs qui arrivent avec des financements. C'est un marché de dupes. Les financements, c'est notre métier et nous apportons tous les financements nécessaires pour accompagner les projets qui ont déjà été identifiés et mis en place dans le cadre de la lettre de cadrage du chef d'État qu'on a reçu. Allez, nous abordons le dernier tour de table. Vous pourrez renchérir dans votre conclusion, à moins que vous souhaiteriez pour que ça reste frais. C'est justement dans la conclusion. Le ministre d'État termine par l'aide de cadrage. Je pense qu'il faut admettre que nous sommes sur un nouveau schéma. Il faut comprendre que le chef de l'État a été élu légitimement et que l'un des process qui va être vraiment au-devant de toute cette action publique, de toute cette politique publique, c'est la légitimité. On n'aura plus de projet qu'on décide à tout vent au lever du matin. Tout va être décidé. Le président a mis un programme et Madame le ministre du Plan va mener des études. Tout va être décidé, étudié et financé parce que ça a été pensé. On ne va plus mettre un dispensaire, une école à la tête d'une décision politique de tête. Ça va être des études. On met un collège parce qu'il y a des enfants dans cette zone-là. Et donc, à ce moment-là, on aura une politique publique qui est adaptée aux besoins. Et donc, en définitive, avec tout ce que vous avez dit, le ministre d'État et le ministre des Plans, les projets vont arriver à terme. Et ça aussi, c'est important. C'est là votre mot de fin. Oui. Monsieur le ministre. Quand la politique est légitime, on a une garantie. D'accord. Allez. Il y avait quasiment une question commune pour le dernier tour de table, mais le ministre, la réforme, c'est comme il était dans le secret des dieux. C'est quasiment la question commune pour la conclusion. Monsieur le ministre de l'Habitat, le projet de loi de finances 2026 rencontre soutien d'une part, défiance et questionnement de la part des populations et des acteurs politiques. Que pourriez-vous dire pour renforcer la confiance et l'émulation, l'engagement de toutes ces parties prenantes, notamment dans votre secteur? Oui, merci Monsieur Chipinda. D'ailleurs, je tiens vraiment à remercier les initiateurs de cette tribune, de cette émission. Merci pour le GG, le secrétaire du gouvernement. Vraiment, c'est une très bonne émission parce que ça permet d'éclairer. Et pour la loi de finances 2026, oui, c'est une loi de finances. Je ne voudrais pas, mon souhait, c'est qu'elle ne devrait pas être théorique. Il faut que ça soit une loi de finances pratique, réalisable et permettra à la fin, in fine, fin d'année 2026, aux Gabonaises et aux Gabonais de voir réellement ce que nous avions fait avec ce qui a été planifié et ce qu'on nous a donné. Voilà pourquoi, quand je suis un peu les réseaux sociaux, je vois des compatriotes qui s'agitent peut-être à raison sur la taxe forfaitaire d'habitation. Je leur dis oui, moi je compatis et je comprends pour mes frères, mais je leur dis quand même de patienter. Mais c'est utile, c'est une taxe très utile par rapport à un pays que nous avions pris dans un contexte, je veux dire, catastrophique. Vous-même, vous avez vu les détournements qu'on a vus dernièrement dans les télévisions.
On prend un pays avec une dette énorme. Bon, aujourd'hui, nous cherchons vraiment à relancer ce petit. Il faut bien faire des investissements. Ça s'est passé dans certains pays. Faisons confiance. Moi, je pense que c'est des ressources propres que nous cherchons. Nous sommes en train de payer la dette. On veut éponger la dette, mais on ne veut pas aller dans l'austérité brutale. On ne veut pas aller dans l'austérité. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire, Monsieur Président Brice Clotaire Oligui Nguema. J'ai vu des gens dans ce pays qui ont dit il faut arrêter, il faut geler les embauches, il faut geler les bourses. Pour moi, c'est trop brutal. Alors, je crois qu'il faut aller en douceur, mais la taxe d'habitation, ça permet de renforcer la trésorerie. Mais quand ça renforce la trésorerie, il faut que la destination, nous devons la maîtriser. Nous devons la maîtriser et le peuple gabonais doit voir, fin 2026, ce que nous avions mis au trésor, ça servit à quoi? Ça doit être visible. Si on a échoué, on va nous poser la question. Et là, le gouvernement, nous devons montrer que nous avions pris l'argent des Gabonais, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de la taxe. D'accord. On a pris, voilà ce qu'on a réalisé, et les Gabonais vont nous juger. D'accord. Merci. En tout cas, les Gabonais auront l'occasion effectivement de vous juger, notamment à travers toutes les missions qu'on se propose, que le secrétaire général du gouvernement se propose d'organiser quant à cette fameuse taxe qui, on le rappelle, n'est pas encore approuvée ou votée par le Parlement. Madame le ministre de la Planification, entre soutien, défiance et questionnement de la part des populations et des acteurs politiques, s'agissant du projet de loi de finances 2026, que pourriez-vous dire pour renforcer la confiance et l'émulation, l'engagement de toutes ces parties prenantes en conclusion? Merci. Je pense que je vais me joindre à ce qu'a dit mon voisin en disant merci. Le chantier est vaste et il est important que tout le monde comprenne, toutes les couches de la population comprennent vers quoi nous allons et qu'ils comprennent les arbitrages que nous faisons et pourquoi nous priorisons telle action plutôt que telle autre. Il est important que les Gabonais s'intéressent à ce que nous faisons, à ce qu'ils suivent ce que nous faisons. Le danger, par contre, c'est que l'on prenne un pan d'une histoire et qu'on fasse des analyses. Moi, je pense qu'il va être important dans les mois et les années qui suivent que nous ayons l'opportunité de nous parler. J'ai vu également des commentaires sur le fonds d'études sectorielles qui parlent de gabegie. Je veux dire, aucun pays ne se développe, ne crée des emplois s'il n'a pas un budget d'investissement fort. Et le Gabon peut le comprendre, notre croissance s'est toujours limitée à 2,5%. C'est pour ça que nous étions là, le taux de chômage allait en grandissant, rien n'évoluait. Il faut absolument que nous investissions. Maintenant, comment nous allons le faire et en tenant compte de quels critères, quels paramètres? Nous sommes d'accord, il va falloir les discuter. Et nous sommes prêts à les discuter, nous sommes prêts à engager. Nous pensons que le développement dans lequel nous voulons nous lancer sera d'autant plus fort qu'il y aurait eu un effort collectif là-dedans. La confiance, il faut l'avoir. Et peut-être, je voudrais rappeler, encore une fois, ils ont fait confiance au chef de l'État et il est chef du gouvernement. Je veux dire, la politique que nous mettons en œuvre n'a pas d'autre objectif que de leur assurer leur mieux-être. Et on a parlé d'essor vers la félicité. Il n'y a pas d'essor vers la félicité s'il n'y a pas une reconstruction du pays. Donc, toutes les dynamiques et les échanges que nous avons, c'est tout à fait normal. Maintenant, il faudrait de cela, on en sort avec une énergie positive et qui crée plutôt que qui détruit ce que nous voulons créer nous-mêmes. D'accord. Le ministre de la Réforme avait dit son mot de fin. Oui, j'ajouterais simplement que pour enchérir ce qu'a dit le ministre d'État, l'agence de notation ne sait pas quelle est la masse monétaire en circulation au marché de bourse. Les termes de PIB et PNB ne sont pas très bien comprimés dans notre pays. Et c'est très facile dans les bureaux assez volumineux et magiques de ces espaces-là en Occident qu'on note. Ils ne savent pas combien il y a de sous en circulation. Ils ne savent même pas combien touche Kombila Moussabou en termes de loyer à Kindélo.
lui qui a 6 chambres et 3 studios, et de l'argent non taxé. Ils ne savent pas tout ça. Donc, bon, je veux bien qu'on nous note, mais nous allons apprendre à vivre avec nos réalités. C'est tout ce que je peux vous dire. Notre budget, il est l'expression de notre réalité du moment. Et nous allons le contenir et le manœuvrer. Je vous remercie. Monsieur le ministre d'État, la réalité de ce projet de loi de finances 2026 est bel et bien là. Que dire au terme de ce tome 2 sur la loi de finances, ce numéro 7 de Gouv Actu, pour redonner ou renforcer la confiance et l'émulation, notamment des Gabonais, de toutes les parties prenantes? Écoutez, oui, nous sommes dans une période importante. Il faut déjà qu'on arrive à conduire à terme de manière sereine le processus budgétaire, la loi de finances. Vous savez, dans un pays, la loi de finances est quand même le moment le plus important. Et je comprends naturellement que les uns et les autres sachent où nous allons. Deuxième chose, ma collègue a parlé de confiance. Il faut qu'on ait confiance les uns vis-à-vis des autres et beaucoup plus confiance de voir celui à qui le peuple gabonais a remis son destin en ses mains. Donc, il faut regarder aussi la problématique de la discipline. Que désormais, le Gabon ne sera plus comme celui que nous avons connu par le passé. Puisque nous avons souhaité faire une rupture avec les habitudes du passé. Donc la discipline. Et dans la discipline, je parlerai même de vertu budgétaire. Parce que quand on dit discipline budgétaire, ça devient un peu disciplinaire. Je parle de la vertu budgétaire. Dans la vertu budgétaire, nous devons nous conformer à ce que les parlementaires auront décidé, ce qu'on appelle la loi. Et nous ne pouvons pas, les uns et les autres, tous les ordinateurs confondus, je demande ça à tous les ordinateurs, d'engager des actions qui sont en dehors de ce que la loi prévoit, c'est-à-dire la vertu budgétaire. Et vous avez parlé tout à l'heure de notre objectif en termes d'objet d'investissement. Je veux dire, l'objectif c'est 100%. Mais ces 100%, souvent, puis j'ai entendu le parlementaire parler du niveau d'exécution du budget passé, dans le cadre de la loi de règlement. Mais oui, pourquoi les niveaux d'exécution étaient faibles? Mais c'est parce que la trésorerie de l'année 2025 a souvent payé des charges des années antérieures. Ce que nous souhaitons, c'est que la trésorerie de l'année 2026 paie les charges de l'année 2026 et paie les charges qui sont prévues au budget. Parce que quand vous avez ce que j'appelle souvent, mon frère de gauche m'excusera, tous ces visiteurs du soir qui perturbent un peu notre fonctionnement et qui font en sorte qu'on puisse payer des choses qui ne sont pas dans le loi des finances. Et vraiment, j'insiste beaucoup pour dire 2026, c'est la rupture par rapport au passé, discipline budgétaire, discipline en termes d'engagement, la confiance entre nous pour que nous puissions réaliser ce niveau d'investissement dont le peuple gabonais a besoin. Nous ne réglerons pas le problème social, le problème des envies des Gabonais s'ils n'ont pas un budget d'investissement conséquent pour notre pays parce que nous aurons pris beaucoup de retard. Et je dirais même que ce niveau d'investissement de 2 000 milliards n'est même pas suffisant pour le Gabon en première année. Il doit être plus parce que nous avons besoin de reconstruire notre pays. Nous avons besoin de remettre notre pays pour que nous puissions viser le taux de croissance dont ma collègue parle au niveau du PNCD de 6,5% minimum en 2026. Ça doit être un minimum pour nous. Et nous devons tous mettre nos énergies ensemble pour réussir ce challenge. Si nous échouons ce challenge, nous ne pouvons pas régler le problème de la pauvreté. Voilà. Nous ne pouvons pas régler le problème du chômage. Les jeunes ont besoin d'emploi. Ils n'auront pas d'emploi s'il n'y a pas d'entreprise qui se crée. On n'aura pas d'emploi si on n'a pas des entreprises qui soient prospères. On n'aura pas de solidarité si nous n'aurons pas une assiette fiscale qui soit assez large et qui fasse en sorte que l'impôt, acte citoyen, nous honore et nous oppose pas. Henri-Claude Ohima, merci. Je rappelle que vous êtes ministre d'État, ministre de l'économie, des finances, de la dette
et des participations chargé de la lutte contre la vie chère. Vous étiez accompagné pour ce nouveau numéro de GouVactu du ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions François Ndongo-Obiang, de la ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Mvono, du ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Ludovic Meunieu-Ndong. Voilà, merci en tout cas d'avoir répondu présent encore une fois à GouVactu Le Mag, cette initiative du secrétariat général du gouvernement afin que les projets prioritaires du président de la République vous soient explicités en long et en large. GouVactu Le Mag qui vient avec cette bonne nouvelle, désormais disponible, ce magazine que vous pouvez retrouver bien sûr dans les réseaux, on va dire, internet www.gouvernement.ga. Merci donc à tous nos partenaires, notamment le Château Mobilier, immeuble à rénovation, effectuer le déplacement. Venez découvrir ces somptueux décors de maison, puisque vous appréciez, vous nous le dites au quotidien, le plateau de GouVactu Le Mag, So Concept Store. Merci à BGFI Bank, au ministère du Pétrole, la Direction Générale des Douanes. Merci au Commissariat Général du Plan, le Conseil Gabonais des Chargeurs, l'Office des Ports et Rad du Gabon, au Prague. Merci à la Direction Générale de la Marine Marchande, la Direction Générale des Transports Terrestres, la Direction Générale de Gabon Télévision, bien sûr, l'Agence des Relations Publiques CMCOM. Et puis, merci à vous pour votre fidélité renouvelée à GouVactu Le Mag chaque semaine. Bonne suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir chez vous.